On a longuement parlé de l'affaire Roswell dans le premier épisode de Radar, sorti il y a 2 ans, disponible ici. Voilà, pilote, pas terrible, mais bon, ça fait le taf, quoi. Mais existe-t-il des histoires de phénomènes aérospatiaux non identifiés, que nous on appelle les ovnis en général, avant l'affaire Roswell? Et la réponse est oui. Et tout commence par l'observation de Kenneth Arnold le 24 juin 1947. Attiré par une prime de 5 000 $ offerte à quiconque retrouvera l'épave d'un C-46 qui s'est écrasé dans les montagnes près de Yakima, dans les Rocheuses, dans l'état de Washington, Arnold décolle à bord de son engin qu'il a fraîchement acheté aux alentours de 14h cet après-midi du 24 juin, donc 1947. Une heure plus tard, alors qu'il survole la chaîne des monts Cascades, à proximité, près du mont Rainier, voilà ce qu'il observe. Soudain, il voit passer 9 disques brillants à très grande vitesse. C'est ici, à peu près à cet endroit, que j'ai vu cet éclair énorme dans le ciel, qui a inondé tout l'intérieur de mon avion. J'ai vu cette formation luminescente de machines volantes vraiment bizarres qui s'approchaient rapidement du mont Rainier. Et bien sûr, je n'arrêtais pas de me demander ce qu'étaient ces foutus engins volants que je n'avais jamais vus. Après avoir atterri, alors qu'il effectue des calculs, il déduit que la formation qu'il a vue faisait une dizaine de kilomètres de diamètre, ce qui est quand même assez, voilà, on va pas se mentir, c'est pas rien, c'est assez gros. Et du coup, il s'imaginait pas que c'était aussi gros, quoi. Il était étonné. Il est étonné. Et il calcule aussi la vitesse des engins, donc sachant que le Mont Rainier et le Mont Adams sont quand même distants de quelques dizaines de kilomètres, parce que pour passer de l'un à l'autre, il leur faut une vitesse assez excessive. Il a calculé que les engins pouvaient parcourir une cinquantaine de miles en 1 à 2 minutes, qui est quand même c'est très rapide. Voilà. Il précisera également que leur forme était arrondie à l'avant et convexe à l'arrière, et qu'ils se déplaçaient comme ricochant sur de l'eau. Voilà. Donc voilà d'où vient en fait l'expression soucoupe volante. Ça vient de là, c'est-à-dire que les médias ont récupéré ça, ont déformé les propos de Kenneth Arnold, et on dit soucoupe volante à la place. Voilà. C'est pour ça qu'après on s'est imaginé tout un tas de trucs, les extraterrestres viennent dans des soucoupes volantes. Mais non, en fait, soucoupe volante, non, c'est une soucoupe, ça sert à mettre une tasse, quoi. Tu vois, et si ça, voilà, si ça, je la jette dans la pièce, ça fait une soucoupe volante. Sinon, voilà. Arnold, il a pas vu de soucoupe volante. Non, il a vu il sait pas. Il a juste vu un truc et il a expliqué ce qu'il avait vu. Voilà. Les soucoupes volantes, ça n'existe pas. Il faut se le dire, c'est une invention des journaux. Je n'ai jamais pu comprendre à ce moment pourquoi le monde était devenu si excité à propos de 9 disques, parce que ces choses ne semblaient pas être une menace. Je pensais qu'elles avaient quelque chose à voir avec notre armée ou notre force aérienne. Ces objets volaient plus ou moins comme s'ils étaient, je dirais, des bateaux sur une eau très agitée, ou une sorte d'air très cahotant, et quand j'ai décrit comment ils volaient, j'ai dit qu'ils volaient un peu comme si on prenait une soucoupe et qu'on la lançait sur l'eau. La plupart des journaux ont mal compris et mal cité ça aussi. Ils ont dit que j'avais dit qu'ils étaient comme des soucoupes. En fait, j'ai dit qu'ils volaient plutôt à la manière d'une soucoupe. Donc voilà, on vient de l'entendre, Et donc plusieurs enquêtes ont donné des conclusions quant à l'observation de Kenneth Arnold. Ça et là, on explique qu'il s'agissait probablement d'un phénomène météorologique ou bien d'une formation aviaire sur laquelle la lumière du soleil serait venue se refléter, ce qui est l'hypothèse qui est encore retenue aujourd'hui pour expliquer ce qu'a vu M. Arnold cet après-midi du 24 juin 1947. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas à l'observation de Kenneth Arnold, et pour beaucoup, le sujet des ovnis prête à sourire, cela généralement à cause d'une déformation médiatique. On préfère montrer quelqu'un qui construit un vaisseau spatial dans son jardin, plutôt que de donner du crédit à des gens qui ont vu quelque chose, mais qui ne sauraient pas l'expliquer. C'est probablement une question d'audience, d'ailleurs. Voilà. Ça fait plus d'argent. C'est sans doute ça. Mais ce cynisme n'a pas toujours été la norme. Dans les années 60 et 70, le sujet est quand même plutôt pris au sérieux en France, si bien qu'on créera en 77 le GEPAN, destiné à étudier les PAN, ce qu'on appelle les PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et donc le GEPAN, ça veut dire Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il passera par plusieurs autres noms, le CEPRA, il redeviendra le GEPAN, au début des années 2000. Enfin bref, cet organisme est créé au sein du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, à Toulouse, aussi connu sous le nom de lieu de villégiature d'un certain Vicnet, de la chaîne Stardust. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, enfin on va le laisser se réveiller, je crois.
Peut-être un peu mieux, hein, quand même, hein, faut pas déconner non plus. Quoi qu'il en soit, des centaines, voire des milliers de dossiers ont été traités par le GEPAN depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, et on les y classe sous différentes catégories. Donc A, B, C, ça va de A, on arrive à expliquer ce qui s'est passé, à D, on n'arrive pas du tout à expliquer ce qui s'est passé. Donc, voilà. Et il y a une catégorie, donc C, un peu à part, sous C, on peut pas. En fait, techniquement, on peut rien faire. C'est un peu spécial. Du coup, voilà, il y a 4 catégories, A, B, C et D. Et dans D, il y a D1 et D2. Pour préciser, D1, ce sont les cas inexpliqués représentés par un simple témoignage. Témoignage, somme toute, de bonne foi, puisqu'il engendre une enquête avec recoupement d'informations et émission d'hypothèses. Mais reste inexpliqué. Et donc, D2, ce sont les cas, je cite, très étrange et de consistance forte. Plusieurs témoins, indépendants et ou des enregistrements photos et vidéos et ou des traces au sol. Et à propos de traces au sol, quelle transition totalement folle, direction le sud de la France, dans la petite commune de Valençol. En 65, Maurice Mas, un simple cultivateur de lavande, avait déjà remarqué des traces, on va dire, sur son champ, comme si des personnes étaient venues voler de la lavande. Un peu avant 6h, en ce 1er juillet 65, donc, Maurice Mas arrive dans son champ, comme tous les matins, pour travailler. Il n'a pas le temps de démarrer son tracteur, qu'il entend comme un sifflement qui emplit l'air avoisinant l'air de la campagne, d'après ses dires, hein. Et un sifflement qui vient de derrière le clapier. Le clapier, vous voyez, un amoncellement de rochers, c'est ça. Voilà. Un clapier, c'est ça. En gros, c'est les agriculteurs et les paysans, ils font ça, ils enlèvent les rochers du champ pour cultiver le champ, et ils font un tas avec. Ils appellent ça un clapier. Il entend donc un sifflement qui vient de derrière le clapier, il s'y rend, et là, il est témoin d'un phénomène somme toute assez particulier, en cela qu'il y a un espèce d'objet posé dans son champ, en forme de ballon de rugby, avec 2 personnes à côté. Voilà. Alors lui, il pensait à un hélicoptère, mais il a décrit l'objet de cette manière-là. C'est à la taille d'une Renault... L'objet, il le décrit ainsi, la taille d'une Renault Dauphine, avec une coupole sur le dessus, 6 pieds, et un espèce d'axe central au milieu qui est planté dans le sol. Voilà comment il voit le truc. Et puis il y a aussi 2 individus avec des grosses têtes, un peu rentrées dans les épaules comme ça, et petits. Voilà. Et donc ces pilotes, il les aperçoit au début, hein, il a pas trop peur parce que lui, il a l'habitude en gros que des pilotes de l'armée viennent atterrir dans son champ parce que voilà, ils ont pas le choix. Donc il s'approche en fait pour savoir si ça va, quoi, tu vois. Et il pense que c'est des pilotes, des pilotes de l'armée. Et donc, toujours d'après le témoignage de Maurice Mas, les 2 humanoïdes, en fait, à proximité de l'engin, l'aperçoivent. L'un d'eux se retourne, le pointe avec une espèce de bâton. Et Maurice Mas se retrouve paralysé. Voilà. Il restera dans cet état pendant plus d'une demi-heure, à partir de ce moment-là. D'abord 15 minutes pendant lesquelles les 2 personnes en fait font leur vie, voilà, tout simplement leur regardent comme ça, parlent entre elles, machin. Au bout d'un moment, il les voit entrer à bord de l'engin en se tenant à l'intérieur avec une porte qui se referme du bas vers le haut et l'engin qui commence donc à bouger avec les pattes, une espèce de train d'atterrissage en fin de compte, hein, de l'appareil qui se met à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et le pivot central qui se décroche du sol. L'appareil s'élève et file vers le ciel, il arrive à le suivre pendant 15 à 30 mètres, et puis après, il n'y arrive plus. Il reste encore paralysé pendant près de 15 minutes, jusqu'à ce qu'il arrive à bouger enfin, et là, il va vers son tracteur, et puis il commence sa journée de travail, quoi. Voilà. Le jour même, il en parle au patron du Café des Sports, monsieur Moisson, qui prévient lui directement la gendarmerie. Donc il y a une enquête qui est diligentée derrière, et les officiers donc se rendront sur les lieux pour constater qu'effectivement il y a eu la présence d'un objet dans le champ de monsieur Maurice Mas, et qu'on ne sait pas ce que c'est, quoi. Voilà, donc d'après le témoignage et d'après le rapport de la gendarmerie, eux ils concluent à un aéronef de conception inconnue. Voilà, je cite le rapport, c'est dans le rapport, ça, il marque ça. Si ce cas est classé catégorie D par le GEPAN, c'est tout simplement parce que, à l'époque, le GEPAN n'existait pas. Voilà, il a été créé 12 ans plus tard, en 77. Et à l'époque, en 65, du coup, il n'existait pas. Et là, vous allez me dire, oui, t'avais dit qu'il y avait aussi la catégorie C, où il classait les cas qui pouvaient pas étudier parce que manque d'informations, tatati, tatata. Le cas de Valençol, pour le coup, il y a des rapports
établi de gendarmerie, voilà, avec des témoignages de témoins de l'époque et tout. Donc, ils ont des informations, c'est juste qu'ils peuvent pas enquêter dessus, techniquement ils peuvent pas remonter dans le temps, c'est tout. Et donc voilà, il y a eu aussi des ufologues qui se sont penchés sur le cas, dont Aimé Michel, à qui ça rappelle une affaire qui s'est passée un an auparavant à Socorro aux États-Unis, mais ça je garde ça pour une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo, que vous ayez aimé ou pas le format. Voilà, vous savez quoi faire. Si j'ai dit des bêtises, ou si vous souhaitez réagir, ou si vous souhaitez dire n'importe quoi dans, bien sûr, les limites de la bienséance, il y a l'espace commentaire juste en dessous. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a Utip et Teespring, les liens sont dans la description. Sachez également pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant que depuis un peu plus d'un an, je suis en live sur Twitch, donc vous pouvez me rejoindre sur Twitch, il y a le lien tous les liens sont dans la description de toute façon. Voilà, moi je vous dis à la prochaine.